Bonjour à tous, je suis Axel Bastien, médecin des équipes de France de nage avec Palme, et à côté de ça, je suis psychiatre de l'adulte, mais aussi de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Lille. Initialement, nous devions animer avec le docteur Karl Willem une table ronde sur les bases de l'alimentation dans la recherche de la performance. Le format qu'a dû prendre le colloque rendait cette table ronde difficilement organisable, donc c'est pour cette raison que ce sujet sera à aborder par Karl. Et moi, je vous propose d'aborder un autre sujet qui est en fait un risque qui peut apparaître quand on recherche la performance, mais qu'on se plante et qu'on le fait de la mauvaise manière. Et donc, qui est en fait l'apparition des troubles des conduites alimentaires et le lien justement avec le sportif et la recherche de la performance. Les troubles des conduites alimentaires, c'est quoi? C'est lorsque ces conduites, qui sont influencées par la physiologie, par la psychologie et l'environnement d'une personne, se dérèglent de façon significative et durable. Normalement, les apports et les dépenses énergétiques sont à peu près équilibrés. Quand il y a un TCA, un trouble du comportement ou des conduites alimentaires, cette balance n'est plus du tout équilibrée et il existe une déconnexion complète entre les apports et les dépenses. Ces troubles sont des troubles psychiatriques. J'utilise ce terme qui fait peur, mais qui est le vrai terme. Et donc, ce ne sont pas des troubles qui sont liés à une pathologie organique. Pour autant, attention, ça ne veut pas dire que ce sont des maladies inventées ou des simulations. Ce sont des pathologies comme les autres. On ne choisit pas d'avoir une insuffisance rénale, on ne choisit pas d'avoir un problème cardiaque, on ne choisit pas d'avoir une gastroentérite, et bien c'est pareil, on ne choisit pas d'avoir un trouble psychiatrique. Vous vous demandez probablement pourquoi j'aborde ce sujet là, dans ce colloque qui parle de la performance sportive. En fait, ces troubles des conduites alimentaires, qui touchent 1% de la population générale, va toucher environ 32% des sportifs élites. Alors ça va jusqu'à 19% chez les hommes et jusqu'à 45% chez les femmes. Ces chiffres, qui peuvent paraître énormes, en fait sont tirés tout simplement d'un document qui a été publié par le CIO en 2019. Au niveau international, on classe les sports dans des groupes de sports, c'est-à-dire qu'il y a les sports techniques, les sports artistiques, les sports d'endurance, etc. Au sein de notre fédération, on a la chance d'avoir justement plusieurs disciplines qui appartiennent à différents types de sports, comme par exemple l'apnée, le tir sur cible, la nage en eau vive, la plongée sportive ou l'orientation, qui vont être des sports plutôt techniques. La nage avec palme, qui va être un sport d'endurance, sauf pour les épreuves de sprint, où ça va être plutôt un sport de puissance, et le hockey subaquatique, qui s'assimile en fait à un sport de balle. Une étude allemande de 2016 s'intéressait aux adolescents sportifs de haut niveau qui étaient compétiteurs en championnat international. Ils ont interrogé ces sportifs qui pratiquaient tout type de sport et ont pu justement déterminer les prévalences des troubles de conduite alimentaire dans chaque type de sport. Donc les sports de puissance, par exemple, on voyait que 15% des adolescents présentaient un trouble du comportement alimentaire, alors qu'il en avait 39% chez les adolescentes. Le type de sport où c'était le plus marqué de manière globale, bah, c'était justement les sports de puissance et les sports d'endurance. Nous, ça nous concerne parce que, comme j'expliquais avant, dans chaque type de sport, on a des disciplines au sein de notre fédération. Donc ces chiffres-là ne sont pas forcément reproductibles dans nos disciplines, mais ça nous donne un indicateur et ça nous montre que probablement que nos disciplines sont également touchées par ces troubles du comportement et des conduites alimentaires. On peut se demander pourquoi il y a autant de différences entre la population sédentaire, la population générale, et la population des sportifs de haut niveau. Déjà, c'est lié aux origines des troubles des conduites alimentaires, mais je vais y venir juste après. Et c'est lié aussi à l'accès aux soins. C'est-à-dire que la population des sportifs, on le sait, a vraiment du mal à accéder aux soins. Et elle a vraiment du mal à accepter qu'elle va mal, parfois, et encore plus de mal à accepter les soins qu'on peut proposer. Et donc, quand il y a un trouble, d'autant plus les troubles psychiatriques, là, c'est quasiment impossible pour eux d'aller demander des soins. Et pourtant, bah, malheureusement, on sait que c'est une population à risque, et quand on gratte, bah, on a souvent des mauvaises surprises. Je vais maintenant expliquer un petit peu l'origine de ces troubles chez le sportif. La pratique du sport de haut niveau implique pas mal de choses. Déjà,
Quand on est sportif de haut niveau, on veut performer. On veut être le plus compétitif possible, et pour ça, on va forcément se comparer aux autres, on va se mesurer aux autres, on va essayer d'être le meilleur. À côté de ça, en plus, on va essayer de faire plaisir à son entourage. Dans son entourage proche, on a notre entraîneur. On va chercher forcément à faire du mieux qu'on peut pour lui faire plaisir. On va chercher aussi à donner une belle image de soi, de son corps. On va essayer de gagner en confiance en soi, en estime de soi. Par contre, il y a des échéances. Ces échéances vont entraîner un stress chez le sportif. Et donc, pour être le meilleur, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté, y compris l'alimentation. Et alors, l'alimentation, si on s'y intéresse pas, si on n'y connaît rien, on risque de se planter. Et le plus simple, quand on n'y connaît rien, pour gérer son alimentation, c'est de se restreindre. On fait des régimes. D'ailleurs, c'est plutôt gratifiant parce que, en passant mes journées à nager, à manger des carottes, je vais plutôt avoir un corps de beau gosse. Je vais plutôt, voilà, je vais vite voir des résultats. Sauf que ça, c'est au début. Et après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu. Sur cette diapo, j'ai inscrit dans la partie gauche les origines connues. Alors ça, c'est les origines, je vais dire en général, en population générale, des troubles des conduites alimentaires. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui collent avec ce que je viens de dire avant. C'est-à-dire déjà, il y a des facteurs de vulnérabilité. Alors ça, on n'y peut rien, on peut rien y changer. C'est des facteurs génétiques, c'est des anomalies biologiques, physiologiques qui existent. Voilà, ça, on peut rien changer. Mais il y a des facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants qui sont reconnus, ça va être des régimes alimentaires stricts. Ça va être des événements de vie majeurs, du stress, la puberté. Alors on sait que la majorité des sportifs, surtout dans nos disciplines, sont assez jeunes et vont être justement dans ce processus de puberté. Les événements de vie majeurs, ça va être toutes les échéances aussi sportives et puis tout ce que ça implique derrière. Le stress, j'en ai parlé. Les régimes alimentaires stricts, c'est un des risques justement de vouloir gérer son alimentation sans trop savoir ce qu'on fait. Et puis après, il va y avoir des facteurs d'entretien justement de ce trouble. Ça va être tous les bénéfices qui vont ressortir par rapport à ces conduites. Les bénéfices psychologiques. Je fais attention, je restreins mon alimentation, je me rends compte que je perds du poids, ça me fait du bien, je gagne confiance en moi, j'ai un peu plus d'estime de moi. Ça, c'est au début. Et puis les bénéfices aussi relationnels sur l'environnement, ce que je disais, faire plaisir à son entourage, faire plaisir à son coach. C'est sûr que en tant qu'entraîneur, on est plutôt ravi de voir un nageur arriver avec un corps plutôt fit que voir un nageur revenir de 2 mois d'arrêt de sport avec une bonne brioche. Donc voilà, donc tout ça va rentrer en jeu. Et en fait, tout ça, c'est des facteurs de risque de développer un trouble des conduites alimentaires. Et à ça s'ajoute quelque chose sur lequel on est mauvais. Mais alors, vraiment mauvais. C'est que 60% des sportifs de haut niveau, tous sports confondus, que ce soit des sports où le poids a une importance ou non, que ce soit des sports artistiques ou non, 60% des sportifs de haut niveau ont subi au cours de leur carrière sportive des pressions psychologiques au sujet de leur corps. Et ça, pas de la part de n'importe qui, de la part de leur entraîneur. Du coup, je vous laisse imaginer les conséquences désastreuses que ça a sur les sportives. Ça, c'est un chiffre qui est sorti justement en 2019 par le CIO au niveau mondial et ce qui leur a fait faire justement une alerte par rapport à ça. Ce, ce message est hyper important. Parfois, on est tenté de pouvoir faire des remarques sur le poids, sur le corps d'un de nos sportifs ou d'une de nos sportives en tant qu'entraîneur. Attention, des petites remarques qui peuvent nous sembler anodines peuvent avoir des répercussions énormes pour les sportifs. D'autant plus que parfois, à ce moment-là, ils se trouvent dans une position, je veux dire, de vulnérabilité parce qu'il y a des échéances, parce qu'il y a un gros stress, et donc ça va s'ajouter, ça va avoir au final des conséquences désastreuses. Je vais vous parler maintenant de deux des plus grands troubles des conduites alimentaires que sont l'anorexie mentale et la boulimie. Concernant l'anorexie mentale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un trouble psychiatrique qui va entraîner chez la personne des conduites de restriction des apports. En fait, elle va chercher à limiter au maximum les apports parce que elle a une peur de devenir gros, une peur de prendre du poids. En plus de ça, il va y avoir un phénomène, mais je vais revenir un petit peu après, de dysmorphophobie. En fait, c'est la perception du corps de la personne qui est altérée. Donc, en se regardant, elle va toujours se trouver grosse. Une personne, par exemple, comme c'est bien illustré dans les images, peut se trouver soit trop grosse
alors qu'objectivement, c'est pas du tout le cas, soit se trouve musclé et a envie de poursuivre justement ses efforts pour développer encore plus ses muscles, alors que c'est pas du tout le cas, comme vous pouvez le voir. On estime que ce trouble touche 8 fois plus les femmes que les hommes, mais pour autant, en fait, il est d'autant plus grave chez les hommes parce qu'on le décèle beaucoup moins vite, beaucoup plus tard. Et donc, il y a souvent des conséquences assez désastreuses. La plupart du temps, le trouble débute en fait pendant la puberté. Comment ça se passe? C'est qu'il va y avoir, ben, comme je disais un peu par tous les éléments dont je parlais tout à l'heure, une envie de perdre du poids et la personne va faire un régime restrictif, va limiter les apports. Il va y avoir rapidement une perte de poids qui va alors être plutôt banalisée par les personnes, mais en même temps, elle va avoir un sentiment de contrôle, de toute puissance, voire même parfois une certaine euphorie. Et c'est là, en fait, que les distorsions cognitives vont apparaître. C'est quoi les distorsions cognitives? Ben, c'est que la personne n'a pas conscience de son trouble. Ce n'est pas qu'elle nie son trouble, c'est pas qu'elle est dans le déni, comme on peut entendre des fois, c'est qu'en fait, elle n'en a même pas conscience. Donc vous avez beau lui dire, je m'inquiète pour toi, j'ai l'impression que tu es anorexique, elle, ça lui semble mais complètement absurde parce qu'elle ne le perçoit pas. En fait, il y a la dysmorphophobie dont je parlais avant, donc ce trouble de perception du corps, qui s'installe, et il va y avoir aussi, à côté de ça, ben, une rigidité cognitive. C'est un phénomène qui s'explique hein, de façon dans toutes les théories cognitives et puis neurobiologiques, mais en fait, le fonctionnement cognitif de la personne ne va plus être capable d'être souple et de s'adapter aux situations et d'entendre ce que peuvent dire les autres. Il va y avoir du coup des préoccupations excessives autour de la nourriture qui vont apparaître. Et ensuite, bah, les retentissements physiologiques vont commencer à ressortir. Ça va être des destructions de tissus osseux parce qu'on n'apporte plus de vitamine D, on a complètement déréglé ses hormones. Du coup, le corps, il commence à dégrader les os. Ça va être aussi la fonte musculaire, ça va être un manque de sel, un manque de potassium, un manque de calcium. Alors, à savoir que ces différents manques que je viens de citer, bah derrière, ça va induire des problèmes cardiaques, ça va induire des problèmes rénaux, ça va induire des problèmes endocrinologiques. Il va y aussi y avoir bah, une hypoglycémie, forcément, la personne ne se nourrit plus, donc il n'y a plus de sucre. Une anémie, une sensibilité plus importante justement au risque infectieux. Elle va avoir moins de défense immunitaire. Il va y avoir un dérèglement général de la digestion aussi. Bref, en fait, c'est tout le corps qui va commencer à se dérégler, et ce de manière assez importante et assez alarmante. Juste avant, je parlais des restrictions alimentaires pour perdre du poids, mais il n'y a pas que ça. En fait, la personne qui a une anorexie mentale va certes restreindre ses apports, mais elle va chercher à éliminer aussi. Alors, comment elle va éliminer? Elle a des stratégies pour ça. Déjà, il y a les vomissements provoqués. Petite parenthèse, alors je suis désolé, c'est pas très glamour, mais comment repérer qu'une personne se provoque régulièrement des vomissements? On peut voir dans son comportement le fait que la personne va aux toilettes, etc., mais c'est assez dur à cerner en général. Mais il y a des petits signes qui aussi peuvent nous mettre la puce à l'oreille. C'est quand on voit par exemple des blessures sur la main, des blessures au niveau ici à la base des doigts. En fait, c'est l'endroit où les dents touchent quand la personne introduit les doigts dans la bouche. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau des dents. On sait que les vomissements, c'est quelque chose de très acide qui va attaquer l'émail dentaire. Donc ça, c'est des petites choses qui nous mettent un peu la puce à l'oreille quand on le voit. Alors, en tant qu'entraîneur, on va pas forcément voir ça à chaque fois, mais si jamais vous décelez des choses comme ça, et que vous aviez déjà des doutes par rapport à d'autres comportements, ça peut être justement une raison de plus de s'inquiéter. Au-delà de ça, il y a des prises de médicaments qui peuvent être une des stratégies. Donc on va chercher les médicaments type laxatif, justement pour se purger et perdre un maximum de poids. Les médicaments diurétiques, donc c'est des médicaments qui vont augmenter le nombre de mictions sur la journée. Les coupes-faim, les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, c'est des hormones qui justement vont activer un maximum de, je veux dire, de choses dans l'organisme qui vont demander beaucoup d'énergie au corps. Et il y a aussi la consommation des produits stimulants. Alors, stimulants, ça peut être les produits licites, comme le café, les dérivés de caféine, et aussi les produits illicites. Les sportifs, et ça on le sait, hein, il y a plusieurs études dessus, sont une population à risque de consommation de produits stimulants type cocaïne, ecstasy et autres.
Je ne dis pas bien sûr que c'est la majorité des sportifs, loin de là, et heureusement, mais il faut toujours garder en tête que malheureusement, c'est une population à risque de tout ce qui est troubles addictologiques. Il peut y avoir aussi des phénomènes de potomanie. Qu'est-ce que c'est? C'est quand la personne boit énormément d'eau. Ça permet justement de couper la faim. Par contre, ça implique beaucoup de déséquilibre au niveau, je vais dire, biologique, et ça peut entraîner même dans des cas extrêmes des comas. Et aussi une hyperactivité physique. Pour montrer un petit peu à quel point ça peut être marqué, il m'est arrivé de rencontrer au cours de ma pratique des patientes anorexiques qui, par exemple, dès que j'avais le dos tourné, dès que la patiente retournait soit en chambre ou dans le couloir ou ailleurs, faisait des pompes ou faisait des abdos. Ou alors, même une fois en consultation, j'ai pu m'apercevoir au bout de bien 10-15 minutes que la patiente en fait n'était pas assise sur sa chaise. Elle faisait du gainage et faisait la chaise au-dessus de sa chaise. Voilà, donc tout ça c'est des choses que la personne met en place pour éliminer un maximum de calories et que nous on peut repérer et ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Alors comment repérer ce trouble, comment avoir la puce à l'oreille? On va déjà parler des changements qui peuvent se passer au niveau du corps. Il y a la perte de poids. Il est possible des fois d'observer dans un temps très court une différence de poids importante. Aussi, on peut le mesurer. Alors, bon, je ne vais pas réexpliquer ce qu'est l'IMC, mais à savoir qu'un IMC inférieur à 18,5, c'est considéré comme une maigreur, et un IMC inférieur à 16,5, c'est considéré comme une dénutrition. L'IMC parfois peut être un peu critiqué, mais ça permet au moins d'avoir quelques repères. En plus de la perte de poids, on peut voir aussi la disparition des aspects sexués de la personne. En fait, le trouble, l'anorexie touche souvent les personnes en pleine puberté. Sauf que, comme j'ai dit, ça dérègle complètement le système hormonal. Et donc, les changements morphologiques qu'on attend chez une personne pubère peuvent se retrouver retardés, voire peuvent ne pas du tout avoir lieu. Donc ça, c'est des signes qu'on peut repérer assez facilement. Aussi, on peut repérer des fois des changements au niveau des cheveux, au niveau des ongles, voire un aspect qui nous semble anormal et qui sont aussi des signes de dénutrition. En plus de ça, il va y avoir les changements de comportement autour de l'alimentation. Quelqu'un qui, du jour au lendemain, ou qui, au fur et à mesure, ne vient plus au repas passé en groupe, qui vous dit non, non, mais c'est bon, moi je viens pas manger, j'ai mangé avant. Ce genre de phrase. Ça, c'est des choses qui doivent aussi vous mettre la puce à l'oreille. La personne qui est toujours en activité, qui ne se repose jamais, qui, comme j'expliquais tout à l'heure, va faire du gainage. Vous êtes en train d'expliquer quelque chose, tout le monde est posé au bord du bassin, et vous avez une personne qui va commencer à faire du gainage discrètement. Ça, attention. Ou des personnes qui vont s'exposer au froid et qui vont vous dire non, non, moi j'ai pas froid du tout. En fait, elle va chercher à éliminer un maximum de calories. Donc ça, c'est plein de stratégies mises en place par la personne, mais que on peut détecter et qu'il vous faut repérer justement pour éviter que le trouble ça s'installe trop. Le pronostic dans cette maladie, il est plutôt effroyable. On estime que dans les 10 ans, le taux de mortalité est de 5 à 10%. C'est énorme. C'est une des pathologies psychiatriques qui a le taux de mortalité le plus haut. Cependant, je ne vais pas rester seulement sur un message alarmiste. À 10 ans, on estime que 7 personnes sur 10 ont une rémission de leurs troubles. Par contre, les rechutes sont fréquentes. Donc ça, c'est important à savoir, c'est que comme dans malheureusement beaucoup de pathologies, des fois on voit une amélioration et puis derrière il y a une rechute. C'est un phénomène un peu classique, un peu normal. Et la personne doit poursuivre, doit continuer de travailler les choses. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de rechute et c'est là où on arrive en rémission. Plus la prise en charge est précoce, plus le pronostic est favorable. Ça, c'est le message le plus important et c'est pour ça qu'il est important d'identifier au plus tôt justement ces troubles-là. La prise en charge, elle est assez simple, je ne vais pas vous embêter avec, mais c'est principalement une prise en charge qui peut se faire en ambulatoire, qui peut se faire en consultation. Parfois, vraiment quand on est obligé, on fait une hospitalisation pour quand il y a des problèmes de renutrition, des choses comme ça, mais c'est des choses qui peuvent se travailler en psychothérapie
et on a quand même une efficacité qui est assez importante. Mais le plus difficile dans ce cas-là, c'est détecter le trouble et emmener la personne aux soins, l'orienter vers les soins. Je vais maintenant vous parler de la boulimie. Donc la boulimie, c'est quoi? En fait, c'est un trouble qui entraîne des épisodes récurrents d'hyperphagie incontrôlée. C'est quoi l'hyperphagie incontrôlée? Ben, c'est quelque chose, comme je viens de dire, qui n'est pas contrôlé, et où la personne va je vais même plus dire se nourrir, mais c'est se remplir. C'est des quantités de nourriture énormes et très caloriques. En fait, ça se suit par des mises en place de comportements compensatoires. La personne va du coup être consciente de ce trouble, va culpabiliser, va avoir une estime de soi qui va complètement s'effondrer, elle va chercher à compenser ce gain calorique par une dépense d'énergie excessive. Une crise de boulimie, c'est quoi? Ben, c'est une compulsion irrépressible. C'est un besoin vraiment incontrôlable d'ingurgiter de la nourriture. Et donc derrière, il y a une absorption de nourriture, mais en quantité énorme, très rapide, et principalement des produits hyper caloriques. Derrière, ben souvent, il y a un vomissement provoqué qui va entraîner une sensation de soulagement. Et puis c'est suivi d'un sentiment très important de culpabilité, parce que comme je l'ai dit avant, ce trouble-là est perçu par la personne, à l'inverse de l'anorexie. Comme je l'ai dit, la personne va chercher à compenser cet apport calorique très important. Donc va chercher à éliminer. Donc en fait, on retombe sur les mêmes stratégies de contrôle du poids que pour l'anorexie. Il va y avoir des restrictions alimentaires en dehors des crises de boulimie, il va y avoir des vomissements provoqués, des prises de médicaments, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut aussi observer. Donc en fait, les signes que j'ai pointés tout à l'heure, bah, pour la boulimie, sont les mêmes. Le pronostic est meilleur que pour l'anorexie. Pour autant, c'est pas anodin parce qu'on a quand même une mortalité dans les 10 ans de 2%. Ce qui est très marqué dans ce trouble-là, c'est que, comme je disais, la personne est consciente de ça. Il y a énormément de culpabilité, il y a une estime de soi qui s'effondre complètement, et donc il y a un fort risque d'apparition d'épisodes dépressifs et de troubles anxieux. Donc, il ne faut pas le laisser évoluer parce que ça peut vraiment devenir chronique et impacter d'autres champs de la vie de la personne. Le message à retenir est toujours le même, plus la prise en charge est précoce, plus on détecte ce trouble tôt, meilleur est le pronostic, et plus on est efficace dans la prise en charge. Pourquoi je vous ai parlé de ça aujourd'hui? Ben, il y a plusieurs raisons. Déjà, comme on a vu, la population sportive est une population vulnérable, c'est connu, c'est reconnu. C'est une population à risque de troubles des conduites alimentaires. La deuxième chose, c'est que le sportif, en voulant aller vers la performance, en voulant contrôler son alimentation, peut se mettre en danger s'il n'est pas bien informé, s'il n'est pas bien entouré, et peut en fait, par un régime restrictif, altérer ses performances et impacter de façon assez sévère, assez importante, en fait sa santé. Donc ça, c'est un des messages hyper importants pour les sportifs, c'est une alimentation équilibrée n'est pas synonyme d'un régime restrictif. Il y a plein d'autres manières de le faire, c'est des sujets qui sont abordés dans les différentes vidéos de ce colloque. Un autre point important, c'est que le sportif passe énormément de temps dans un collectif qui est fait d'autres sportifs, d'un entraîneur ou de plusieurs entraîneurs, et puis d'autres personnes qui gravitent autour de lui. Ces personnes-là vont devoir aussi détecter les changements de comportement, les changements de morphologie et tous les petits trucs dont j'ai parlé pendant ma présentation. C'est eux qui doivent le détecter puisque dans l'anorexie, la personne touchée par ce trouble ne peut pas être conscient du trouble. Donc si personne ne l'alerte et ne l'oriente vers des soins, jamais les soins ne pourront débuter. Le rôle de l'entraîneur ne s'arrête pas qu'à ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Des paroles mal placées, des paroles qui pour lui peuvent sembler anodines, mais qui vont toucher le corps, l'image du nageur, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aborder ce sujet qui est bien sûr primordial. Le poids, la forme physique, c'est quelque chose de très important dans la recherche de la performance. Mais il faut le faire de manière bienveillante. Il faut le faire en ayant un peu pesé ses mots, en ayant réfléchi à ce qu'on attend du sportif en retour de ces paroles-là.
Vraiment à retenir, c'est que aucune parole n'est anodine et faire très très attention à ça. Enfin, je vais terminer sur un dernier point. Il faut savoir, et ça c'est pareil, c'est reconnu dans tous les sports. Chez les sportifs, le signe prédicteur le plus fort de troubles des conduites alimentaires, c'est l'insatisfaction de son corps. Une personne qui va parler fréquemment de l'image de son corps, dire ah ben, je me plais pas, dire ah bah j'ai des cuisses trop grosses, j'ai des fesses trop grosses. Ou alors des fois ça c'est même des choses assez absurdes, hein. J'ai un cou trop gros ou j'ai des genoux trop gros. C'est des choses qu'on entend fréquemment dans ce type de situation. Bah, ça doit nous alerter. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à solliciter un médecin pour que des soins puissent se mettre en place rapidement. Je répète, les soins, ce n'est pas forcément, j'ai essayé de retirer cette image qu'on a souvent dans la tête, c'est pas forcément une hospitalisation. C'est même rare. La plupart du temps, c'est des soins en consultation. Et ça permet d'éviter justement que ça prenne des proportions beaucoup plus inquiétantes. J'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante et que vous avez pu retenir quelques messages. Si vous avez la moindre question, n'hésitez vraiment pas. Que vous soyez nageur, que vous soyez apnéiste, que vous soyez tireur sur scie, peu importe le sport, que vous soyez entraîneur, que vous soyez dans l'entourage des sportifs, je reste disponible. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je vous souhaite le meilleur pour la suite dans cette saison sportive qui est un petit peu particulière. Ben, je vous souhaite de faire les meilleures performances sportives. Bonne continuation à tous.